Au même moment, ici en France, il se passe des choses, mes chers amis. Il se passe des choses terribles ici en France. Jamais quelqu'un ne pouvait penser que dans la 5e République française, le Parlement serait le théâtre d'une procédure de destitution du président de la République. Eh bien, sachez que aujourd'hui, la commission des lois de l'Assemblée nationale française a validé la possibilité, eh bien, d'examiner une destitution, eh bien, de monsieur Emmanuel Macron. Je vais ici vous faire écouter en fond sonore, eh bien, une déclaration de madame Mathilde Panot, qui est députée et porte-parole de la France insoumise, et qui parle de cette procédure de destitution envisagée contre Macron, qui est présenté très clairement comme un autocrate, un dictateur. C'est QFD, n'est-ce pas? Et c'est précisément parce que les députés, eh bien, de l'opposition en France veulent destituer Macron que le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, a dit, je cite, Emmanuel Macron, c'est le plus grand des voleurs. Ce n'est surtout pas un gentleman. Fin de citation. Emmanuel Macron est présenté par l'opposition française comme un grand voleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le premier président de la 5e République à oser nommer Premier ministre quelqu'un qui est à la tête d'un parti qui était le dernier à l'élection législative. Macron pratique ici, précisément, l'art ubuesque des dictateurs africains qui consiste à nommer à la tête du gouvernement des individus qui n'ont aucune légitimité. Et donc, voilà pourquoi Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, a dit que Emmanuel Macron est le plus grand des voleurs. Mais qu'est-ce qu'il a donc volé? Ben, la souveraineté du peuple français. Le bien le plus précieux du peuple français. Alors, donc, je voudrais aller sur la page de madame Panot. Je voudrais qu'on écoute le point de vue de madame Panot sur cette affaire. Elle a dit des choses très intéressantes à écouter. Mathilde Panot. Voilà, Mathilde Panot. Sur sa page Facebook, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, elle dit ceci. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de voter majoritairement sur la recevabilité de la résolution pour engager la destitution du président de la République. C'est un événement inédit dans l'histoire de la 5e République. Rendez-vous prochainement en commission des lois pour en débattre. En attendant, ce samedi 21 septembre, nous marcherons pour réaffirmer que la royauté a été abolie et on continue de signer la pétition. C'est une pétition qui appelle à la destitution de Macron et qui a déjà été signée par plus de 300 000 personnes. D'accord? Je vous laisse écouter. 70 jours après le résultat des élections législatives et 72 jours après le résultat des élections législatives, Emmanuel Macron a fait entrer la France dans un régime nouveau. Jamais, ni dans la 5e, ni dans la 4e République, nous n'avions vu un président de la République nier ainsi le résultat des urnes, s'accrochant au pouvoir alors qu'il a été battu 3 fois dans les élections, et nommer un Premier ministre minoritaire plutôt que la personnalité de la coalition arrivée en tête, le nouveau Front populaire, disposant du plus de députés à l'Assemblée nationale. Le monde entier qui regardait la France avec admiration le soir du 7 juillet, voulant savoir comment la mobilisation citoyenne exceptionnelle avait permis de battre l'extrême droite, déjouant ainsi tous les pronostics et l'ensemble des sondages qui avaient été faits, donnant l'extrême droite en tête. Le monde entier regarde aujourd'hui avec stupeur la France, pointant une dérive autoritaire dangereuse du président de la République. Alors, demain va avoir lieu un vote décisif à l'Assemblée nationale, qui est, je crois, une réponse à la hauteur du coup de force fait par le président de la République. Puisque demain matin, à 9h30, le bureau de l'Assemblée nationale devra examiner la recevabilité de la proposition de résolution visant à engager la procédure de destitution du président de la République. Je veux alerter solennellement sur l'importance de ce vote au vu de la situation politique d'une gravité exceptionnelle dans laquelle nous a enfermé le président de la République. Nous ne demandons pas à ce stade aux députés membres du bureau de se prononcer pour ou contre la destitution du président, mais de voter pour la recevabilité pour que le Parlement puisse se saisir de cette résolution, en débattre et ainsi avoir un débat aux yeux et au vu de tous sur le comportement du président de la République qui manifestement outrepasse les pouvoirs que lui donne la Constitution.
Il ne peut y avoir en République de monarchie présidentielle, et encore moins de monarchie présidentielle absolue. Rien n'est au-dessus de la souveraineté populaire. Nous demandons donc aux membres du bureau, non pas, là encore, de se prononcer pour ou contre la destitution du président, mais de laisser la représentation du peuple reprendre ses droits, celui de débattre, de voter et de résister contre la loi de l'arbitraire et contre la toute-puissance des souverains, qu'ils soient rois ou monarques présidents. Je dis donc solennellement à l'ensemble des parlementaires membres du bureau que voter contre, c'est empêcher le débat et priver ainsi la représentation nationale, mais aussi le peuple tout entier, d'un débat sain dans une démocratie. Je le dis solennellement, voter contre, c'est affaiblir le Parlement, alors que permettre de transmettre la résolution à l'Assemblée, en commission des lois puis en hémicycle, permet au contraire de garantir l'indépendance du Parlement vis-à-vis de l'exécutif et du pouvoir présidentiel. Voter contre, c'est aller à l'encontre de la souveraineté populaire qui s'est exprimée massivement dans les urnes et qui a été niée ensuite par un président de la République qui se vit comme un autocrate. Un autocrate. Et voter contre, c'est ne pas, en quelque sorte, relayer les revendications qui ont été exprimées dans la rue par nombre d'organisations le 7 septembre dernier, avec 300 000 personnes qui ont manifesté partout dans le pays, ou les 300 000 personnes qui ont signé la pétition qui a été lancée sur le site macron-destitution.fr. Très bien. Vous avez entendu là la déclaration de Madame Mathilde Panot à propos du vol et du viol de la souveraineté du peuple français par le président Macron. C'est-à-dire que c'est un président Macron au plus mal ici en France. Car jamais président de la Ve République. Il y a eu avant lui De Gaulle, premier président de la Ve République. Ensuite, Pompidou, deuxième président de la Ve République. Ensuite, Giscard, troisième président de la Ve République. Ensuite, Mitterrand, quatrième président de la Ve République. Après Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac, cinquième président de la Ve République. Après Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy, sixième président de la Ve République. Après Sarkozy, il y a eu François Hollande, septième président de la Ve République. Il y a eu 7 présidents avant Macron. Aucun n'a fait l'objet d'une procédure de destitution par des députés de l'opposition. Aucun. Emmanuel Macron est le premier. Il est incontestable que cette contestation interne du président Macron est en rapport avec son échec, non pas seulement interne, mais son échec externe. La déconfiture de la puissance française en Afrique, sa déconfiture internationale, a largement contribué à convaincre, les Françaises et les Français, que le président Macron est en train de les conduire droit au mur. Les sondages qui sont faits par les médias français indiquent que plus de la moitié des citoyens français souhaitent que le président Macron démissionne. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent de la violence avec laquelle il a traité du mouvement des Gilets jaunes. Une violence d'une brutalité incalculable. Les Français se souviennent qu'il a imposé une réforme impopulaire des retraites au peuple français en utilisant l'article 49.3, qui est en réalité un article qui abuse des pouvoirs de l'exécutif sur ceux du souverain qu'est le peuple. Les Français se souviennent, enfin, qu'il a perdu toutes les élections après l'élection présidentielle. Il les a perdues toutes. Et que, se moquant de l'expression souveraine du peuple français, il a décidé de nommer Premier ministre quelqu'un qui est issu du parti qui est sorti 4e aux législatives. Enfin, il y a quelque chose qui choque les Français à propos de M. Macron. C'est que il a réussi à sauver son élection de 2e tour, à chaque fois, en invoquant le Front républicain contre l'extrême droite, contre le parti de Mme Le Pen. C'est ainsi qu'il a fait voter pour lui au 2e tour en 2017, en prétendant qu'il incarnait, le respect d'une République française qui ne basculerait pas ouvertement sous les charmes et la direction d'un parti raciste, officiellement. Emmanuel Macron a utilisé le même subterfuge
pour sa réélection. Il a même réussi à amener les Mélenchon, la gauche, à appeler in fine à voter pour lui pour empêcher Madame Le Pen d'arriver au pouvoir. Mais cette fois-ci, alors même qu'il a perdu l'élection législative, c'est en s'appuyant sur le Rassemblement national de Madame Le Pen, avec lequel ont eu lieu des tractations révélées par la presse. C'est en s'appuyant sur le Rassemblement national qu'il a nommé M. Barnier, issu de la droite, après avoir obtenu des garanties de Madame Le Pen qu'elle n'allait pas censurer le gouvernement que proposerait Barnier. De facto, Emmanuel Macron a renoncé au soi-disant front républicain et il gouverne actuellement la France en bonne intelligence avec Marine Le Pen, la comtesse de Montretout. Voilà la réalité. Macron, actuellement, et Barnier essayent de tenir le gouvernail de la France en s'appuyant sur Madame Le Pen. Or, ils ont prétendu, tous, l'un comme l'autre, qu'il ne fallait jamais franchir cette ligne rouge. Les Français sont désabusés. Les Français sont amers. Les Français sont déçus. Les Français se sentent honteux. Et voilà pourquoi, dans leur écrasante majorité, selon tous les sondages publiés jusqu'ici, ils approuvent. Ils approuvent. Ils souhaitent que M. Macron démissionne. Ils souhaitent que M. Macron soit destitué. Mais je ne conclurai pas cette analyse sans insister sur le fait que ce n'est pas un hasard si les attaques sévères contre l'Afrique ont lieu au moment où M. Macron est en plus grande difficulté ici. Parce que j'ai un critère pour le penser. C'est précisément parce qu'il est en très grande difficulté qu'il devient très violent. La persécution contre des porte-voix de l'émancipation africaine comme moi s'est redoublée ces derniers temps parce que M. Macron est en fait au summum de sa faiblesse. C'est connu que les hommes politiques, les pouvoirs faibles sont hyper violents. Car la violence est en quelque sorte l'expression désespérée de la faiblesse en plein écroulement. Voyez comment a été redoublé et raidi, durci le pouvoir Macron. Voyez comment il réprime les opinions contraires. Voyez comment il n'hésite pas à envoyer en garde à vue. Il n'hésite pas à instrumentaliser la justice. Il n'hésite pas à instrumentaliser le ministère de l'Intérieur, la police, les procureurs, contre tous ceux qui font obstacle aux mensonges qu'il profère au peuple français et au peuple du monde entier. Cette violence redoublée du régime Macron est la preuve de sa fragilité. Si donc les terroristes qui ont envahi l'Afrique avec l'appui de l'OTAN depuis 2011 choisissent ce 17 septembre pour attaquer le Mali, c'est sans doute parce qu'ils se rendent compte que toute l'armature, toute la structure, impérialiste est en danger. Mais elle n'est pas en danger seulement en France, où le président Emmanuel Macron est menacé de destitution. Certains n'ont pas vu que ces menaces de destitution avaient commencé très tôt. Je vous rappelle que le 21 avril 2021, des dizaines de milliers d'officiers de l'armée française avaient publié une lettre de protestation contre le président Macron. Une lettre qui avait même été considérée comme une lettre séditieuse, au point que la ministre des Armées d'alors, Madame Florence Parly, avait dit qu'elle allait punir les officiers qui ont signé cette lettre. Mais devant le nombre extrêmement important d'officiers qui avaient signé cette lettre du 21 avril 2021, finalement, il n'y a pas eu de punition. Donc la contestation dans les corps régaliens de l'État du régime du président Macron n'est pas un phénomène nouveau pour ceux qui observent. C'est pas un phénomène nouveau. Mais il y a un autre phénomène qui explique la violence de l'alliance impérialiste en Afrique. Mais c'est la situation aux États-Unis. Il ne vous a pas échappé qu'on a essayé de tuer Donald Trump pour la deuxième fois, en moins d'un mois. Ça ne vous a pas échappé. On a essayé encore de tuer Donald Trump. Son oreille n'est même pas encore guérie. Que quelqu'un dans un bosquet était déjà caché pour essayer de lui tirer dessus. Mais pourquoi les démocrates américains semblent-ils être fébriles à l'idée que Kamala Harris affronte Donald Trump? Parce que, selon tous les sondages, les plus pertinents, mais Donald Trump a une avance. D'abord, il allait écraser Biden. Et jusqu'ici, il est mieux placé pour battre Kamala Harris. Malgré tout ce que racontent des médias occidentaux, soumis, à la propagande démocrate américaine. Donc, il y a peur
dans le grand navire impérialiste otanien, parce que si Donald Trump prend le pouvoir à Washington, vous savez ce qui va se passer? Il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Il va appeler Zelensky pour lui dire, je ne soutiens plus la guerre contre Poutine. Il faut négocier. Il faut laisser à la Russie le Donbass russe, reconstruire l'Ukraine sur la partie non russe de l'Ukraine, et qu'on en finisse. Il va se lever et il va dire à Netanyahou, les États-Unis ne vont pas t'accompagner si tu continues à éradiquer les Palestiniens parce que je ne veux pas être mêlé à une guerre au Moyen-Orient. J'ai des alliances avec Israël, mais je ne veux pas. Il va se lever pour dire aux dirigeants africains, là, corrompus, là, qui sont incapables d'utiliser les fonds publics de leur pays pour améliorer le sort de leur population, je ne veux pas vous voir ici. Je ne veux plus vous voir ici. Donc, en fait, il y a une grande panique du bloc impérialiste parce que Donald Trump, bien qu'il soit quand même, malgré tout, un homme politique classique américain qui est lié à l'establishment financier américain, ça, il ne faut pas se faire d'illusions, mais Donald Trump risque de mener une politique protectionniste, une politique de repli, qui va les laisser nus. Tous ces va-t-en-guerre qui sont chauds pour faire la guerre contre la Russie à travers l'Ukraine, si Trump gagne en novembre et change de politique en Ukraine, ils vont se retrouver baba. Ils vont se retrouver seuls en route. Ils vont pouvoir chanter cette chanson symbolique en langue bassa que je vais vous chanter avant de la traduire. Mentir nangwina mama mentir nangwino. Mentir nangwina mama mentir nangwino. Tonje batime munu, tonje batime. La chanson dit que on m'a envoyé avec un message. Je suis calé en route. Je n'ai pas trouvé le destinataire. Et je ne peux pas revenir voir l'expéditeur. Tous ceux qui ont accompagné, eh bien, Joe Biden, dans sa grande aventure ukrainienne contre Poutine, si Trump entre à la Maison-Blanche et met fin à la guerre, ils vont se retrouver calés avec le message en main. On les a envoyés contre Poutine, ils ne sont pas arrivés, mais ils ne peuvent plus rentrer. Dire à Poutine que, ah non, à la base on était tes amis, c'est terminé. Le monde multipolaire est né. Donc, ce redoublement de violence, même que vous observez aux États-Unis contre Trump, qu'on veut à tout prix tuer, il est le signe d'une grande panique de ceux qui pensaient qu'ils allaient contrôler la planète tout entière. De ceux qui pensaient qu'ils avaient des plans pour, in fine, en fait, imposer leur volonté en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien. Ces gens-là paniquent. Et quand ils paniquent, ils deviennent très violents. Je tenais à vous le dire. Et quand ils paniquent, ils jouent leur va-tout, comme ils l'ont tenté ce matin du 17 septembre 2024 à Bamako. Il faut donc s'attendre à ce qu'ils tentent de mener des opérations hardies. Pas seulement contre le Mali, mais contre le Burkina Faso. Ils en ont mené, ils vont essayer. Ils vont tenter d'en mener contre le Niger. Car pour eux, c'est une course contre la montre. Il faut rapidement reconquérir les positions perdues avant que le monde multipolaire ne s'impose et les trouve littéralement avec la nouvelle en main, incapable d'arriver chez le destinataire ni de revenir chez l'expéditeur. Mentir nangwina mama mentir nangwine. Mentir nangwina mama mentir nangwino. To Simon man baneno, to nyeba timeo. C'est une fille qui était bloquée avec la nouvelle et qui cherchait à prendre le gars le plus disponible du quartier. Mais c'est ainsi que se retrouve l'alliance. C'est ainsi que se retrouve l'alliance occidentale. Elle se retrouve au dépourvu, elle n'a plus d'alliés, une alliance sans alliés. Pas d'alliés au sud, pas d'alliés à l'est, et bientôt dislocation de l'alliance au nord. Voilà la situation géopolitique et géostratégique de l'Occident politique au moment où je vous parle. D'où l'extraordinaire recours à la violence pardon, qu'on observe partout. Voilà mes chers amis, la conversation que je voulais vous tenir aujourd'hui. Et je réitère ici mon soutien aux forces armées du Mali, aux autorités maliennes. Je voudrais saluer toutes les forces armées africaines qui luttent authentiquement contre le terrorisme et les puissances néocolonialistes et impérialistes qui soutiennent ce terrorisme. Je voudrais ici appeler les Africaines et les Africains du monde entier à être solidaires des peuples ensanglantés du Sahel, qui sont en fait la forteresse nord de l'Afrique noire. Nous devons agir partout comme un seul homme. Et je compte sur le peuple malien pour, dans les prochains jours,
dans les prochaines heures, montrer une fois de plus une leçon de sa résilience au monde entier, en renouvelant par des mobilisations massives et exceptionnelles, tout comme le peuple de l'AES et tous les autres peuples africains éveillés, leur détermination à aller vers une souveraineté totale. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi ce programme et je crois Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.